Eh bien, cher François, merci pour ces mots d'introduction qui en réalité me mettent le dos au mur, littéralement, puisqu'après tout le bien qui vient de vous être dit de moi, j'espère ne pas vous décevoir. Merci aussi à David Engels, qui est le titulaire de ce cours conférence en deux sessions. C'est à ces deux personnes, François de Calataï et David Engels, que je dois le plaisir et le privilège de prendre la parole devant vous ce soir. Et puisqu'il paraît que je sors des forges de Namur, j'espère que je serai un assez bon Vulcain pour vous forger un bouclier qui ne soit pas indigne de voir placer en son centre la figure d'Auguste. L'homme qui est entré dans l'histoire comme le fondateur de l'Empire romain, Auguste donc, est mort à Nole, en Campanie, le 19 août de l'an 14 de notre ère. Il y a donc 2000 ans de cela. Comme l'a rappelé François de Calataï, plus personne pratiquement n'ignore ce bimillénaire, puisqu'il a été célébré de par le monde par un nombre impressionnant de colloques, de publications scientifiques ou de vulgarisation et d'expositions. En termes d'exposition, peut-être, avez-vous vu justement cette double exposition entre Rome et Paris sur donc, la figure d'Auguste? J'aurai l'occasion de revenir sur cet événement qui est l'un des événements majeurs de cette année de bimillénaire, qui est en effet une occasion privilégiée non seulement pour tenter de faire un bilan sur ce que nous savons d'Auguste, de son époque, de son œuvre politique, mais aussi pour tenter de prendre à la mesure de l'impact de cette figure historique sur notre monde contemporain. Et il y a quelques jours à peine, non loin d'ici, à la Bibliothèque royale de Belgique, s'est tenu un colloque précisément sur Auguste à travers les âges. Ce colloque qui est dû à l'impulsion de Marco Cavalieri, professeur à l'Université catholique de Louvain, et à l'organisation duquel David Engels et moi-même avons contribué. Ce colloque examinait les réceptions, les relectures, les appropriations de la figure d'Auguste de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Eh bien, à certains égards, le cours conférence que David Engels et moi-même vous proposons ce mercredi et mercredi prochain s'inscrit dans le sillage de ce colloque de Bruxelles. On s'interrogera en effet, dans le cadre de la première leçon, sur ce qu'on connaît d'Auguste aujourd'hui, et sur les perspectives dans lesquelles les spécialistes contemporains peuvent appréhender cette figure très lointaine, on le verra. Quant à la seconde leçon, sans trop dévoiler, elle posera la question de la pertinence de l'étude d'Auguste et de son empire en ce début de XXIe siècle. Auguste aujourd'hui, il est perçu essentiellement, et ce n'est pas une nouveauté, comme le fondateur de l'Empire romain, d'une part, d'autre part, comme l'instaurateur de la fameuse Pax Romana, d'une paix mondiale, donc à l'échelle du monde de l'époque, une paix qui devait durer plusieurs siècles. Et cette image de fondateur d'un régime politique assurant la paix s'est transmise jusqu'à notre époque, et c'est aujourd'hui en réalité l'image officielle d'Auguste. En atteste par exemple cette belle tête en marbre du musée de Tarente, où l'on voit Auguste, c'est le premier de nombreux portraits que nous admirerons ce soir, où l'on voit Auguste capite velato, c'est-à-dire la tête recouverte d'un pan de la toge, ce qui indique qu'il est en train d'accomplir une action rituelle, un sacrifice, ce qui démontre donc sa piété. Eh bien, cette tête en marbre a été reconnue en juin 2013 par une commission de l'UNESCO comme Monumento Testimone di una cultura di pace, monument qui témoigne d'une culture de paix. Une belle reconnaissance posthume à 2 millénaires d'écart pour un homme politique qui eut sur les mains le sang des proscriptions du triumvirat et du sac de Pérouse. Des épisodes atroces rappelés notamment par un tableau d'Antoine Caron du XVIe siècle, dont je vous ai exposé un détail pour le moins éloquent, et qui fait donc contrepoint à cette cultura di pace qui peut être célébrée en divers endroits du monde à propos d'Auguste. Et je ne résiste pas au plaisir de vous citer un premier passage littéraire de Sénèque. Sénèque, dans son traité sur la clémence, un traité adressé au jeune empereur Néron, dont il est le précepteur, et qui est un des premiers miroirs du prince que nous possédions dans la tradition occidentale. Que nous dit Sénèque quelques décennies donc après la mort d'Auguste?
Qu'Auguste ait montré de la modération et de la clémence, soit, mais ce fut après avoir rougi la mer d'Actium du sang romain, après avoir brisé en Sicile aussi bien ses flottes que celles de ses adversaires, après les hécatombes de Pérouse. Le mot latin « arae », Pérusinae est intéressant, il y a une dimension religieuse. Comme si Auguste s'était livré à des sacrifices humains. C'est ce que suggère entre les lignes Sénèque. Et après les proscriptions. Moi, dit Sénèque, je n'appelle pas clémence la cruauté fourbue, la cruauté lasse. Les anciens, donc, n'étaient évidemment pas dupes et n'avaient pas perdu la mémoire des atrocités commises par le futur Auguste. Des atrocités qui, selon nos critères contemporains, relèveraient pratiquement de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Malgré cela, Auguste, aujourd'hui encore, est reconnu comme un symbole de paix. Comment expliquer que les deux Octaviens, Auguste, dont la tradition historique nous a conservé le souvenir, comment expliquer que ces deux figures ambiguës, opposées a priori, sont reconnues? De ces deux figures, on ne retienne aujourd'hui que le prince de la paix. Eh bien, force est de conclure que 2000 ans plus tard, nous sommes en réalité toujours largement dépendants, pour ne pas dire victimes, de l'image publique qu'Auguste s'était forgée tout au long de sa carrière, une image qui, c'est notoire, faisait la part belle au thème du retour de la paix. Alors, cette image s'est imposée malgré le fait que nous soyons tout de même bien renseignés sur le personnage. La biographie que lui a consacrée Suétone au IIe siècle fourmille d'anecdotes qui nous éclairent sur la personnalité du prince, sur son quotidien. Néanmoins, cette biographie de Suétone constitue en réalité une exception, qui tranche avec le reste de la documentation, qu'il s'agisse d'œuvres littéraires ou des documents archéologiques. Et ainsi, les très nombreux portraits sculptés d'Auguste, on en possède plus de 210. Auguste est le prince, l'empereur, pour lequel nous possédions le plus de portraits sculptés. Eh bien, ces quelques 210 portraits ne nous donnent en réalité qu'une idée relativement imprécise de la physionomie, de l'apparence du prince. Les traits sont manifestement idéalisés et sans âge, intemporels. Une exception, ce portrait du musée du Louvre, qui, du point de vue typologique, s'inscrit ou reprend le même modèle que le portrait des musées capitolins que nous voyons à gauche, le même modèle de portrait, mais ici, on devine plutôt les signes de l'âge sur le visage du prince. Eh bien voilà un des très rares portraits d'Auguste où l'on peut deviner que cet homme a eu une carrière politique d'un demi-siècle. Pour le reste, des traits éternellement, non pas jeunes en réalité, mais éternellement classiques, éternellement reposés, tempérés. Que nous dit Suétone justement sur l'apparence physique d'Auguste? Car ceux qui ont lu les vies des 12 Césars de Suétone savent que ce biographe s'intéressait beaucoup aux petits détails, ce qui nous a fourni bon nombre d'anecdotes, mais également à l'apparence physique. Que nous dit Suétone? Auguste était d'une rare beauté, qui garda son charme tout le long de sa vie. Tiens, là, on se demande dans quelle mesure Suétone n'a pas plutôt rédigé son portrait en s'inspirant de ceux sculptés qu'il pouvait admirer dans bien des endroits de Rome. Cependant, Auguste négligeait toute coquetterie et s'attachait si peu à soigner sa chevelure qu'il occupait en toute hâte plusieurs barbiers à la fois. Quant à sa barbe, il la faisait tantôt tondre, tantôt raser, et jusque pendant ce temps, il lisait ou même écrivait. C'est-à-dire qu'Auguste, le bon empereur, le bon prince, homme chargé du fardeau de la politique, n'a évidemment pas de temps à perdre. Voilà l'image que nous rapporte Suétone. Un homme politique est occupé jusque dans les moments où son barbier s'occupe de lui. Son visage respirait le calme et la sérénité, de nouveau on songe au portrait, soit dans la conversation, soit lorsqu'il se taisait. Le portrait continue. Ses yeux étaient vifs et brillants. Il voulait même faire croire qu'il y avait dans son regard comme un éclat divin, et quand il le fixait sur quelqu'un, il aimait à lui voir baisser la tête comme ébloui par le soleil.
on sent, à lire ces 3 lignes de Suétone, on sent que le prince avait tenu à se construire justement une image, un comportement qui égala celui des dieux. Et l'historien de l'art ne peut s'empêcher de songer, à lire ces 3 lignes de Suétone, ne peut s'empêcher de songer au magnifique portrait de Méroé, découvert au Soudan, donc, où nous avons, une fois n'est pas coutume, effectivement conservé la pâte de verre qui formait les yeux, et où effectivement on songe à cet éclat divin du regard du prince. Mais le texte de Suétone continue. Mais dans sa vieillesse, son œil gauche s'affaiblit. Ses dents étaient écartées, petites et irrégulières. Ses cheveux légèrement bouclés et tirant sur le blond. Ses sourcils joints. Ses oreilles étaient moyennes. Son nez bombé du haut et recourbé par le bas. Un nez busqué, autrement dit. Un nez busqué qui, vous l'admettrez, n'est pas très marqué sur le fameux profil de l'Auguste de prime abord. Il était de petite taille. Là aussi, nous ne le devinons pas à voir les différentes statues du prince. Il était de petite taille, cependant Julius Maratus, son affranchi et son archiviste, rapportent qu'il mesurait 5 pieds 9 pouces, soit, dans nos mesures modernes, à peu près 1,70 m. Mais cette petite taille ne se voyait point, tant son corps était bien proportionné. Et l'on ne pouvait s'en apercevoir qu'en le comparant avec une personne plus grande debout près de lui. Ce n'est pas charitable de rire d'Auguste 2000 ans après sa mort. Et voyez qu'on a soigneusement évité sur ce relief de l'Arapakis sur lequel nous reviendrons, on a évidemment représenté le prince, en réalité légèrement plus grand que tous les autres personnages de la procession. Voilà donc ce que l'on peut conclure après cette lecture du portrait de Suétone, c'est qu'en réalité, les objets archéologiques, moins encore que les textes littéraires, ne nous permettent de découvrir la personne d'Auguste. Dans un premier temps, la personne, sa physionomie, son physique. Et également, en réalité, sa personne, sa personnalité, son tempérament. Il me paraît important d'insister sur ce point, car récemment encore, dans un texte destiné à être lu par des milliers de personnes, des spécialistes semblaient affirmer le contraire et semblaient affirmer que les objets archéologiques permettaient de retrouver la personne d'Auguste. Tel était en effet l'objectif avoué de l'exposition de Paris. Auguste n'intéresse qu'en tant comme politique fondateur du régime impérial. Et ça a été le cas effectivement pendant des siècles, comme l'a rappelé le colloque de Bruxelles la semaine dernière. Si le goût, la pensée, la sensibilité d'une époque demeurent difficilement perceptibles, le personnage, Auguste, revient peut-être à notre portée. C'est l'ambition de cette exposition que de faire revivre un homme avec ses désirs, ses contradictions, ses qualités et ses illusions. En réalité, n'en déplaise aux organisateurs de l'exposition, les portraits, les statues, les reliefs, les gemmes, et on le verra, les monnaies donnent énormément d'indications précieuses, mais permettent tout pratiquement, sauf de faire revivre Auguste, ses désirs, ses illusions, etc. Commençons donc notre parcours. Un parcours qui se présente comme une déconstruction. Le Collège Belgique, mesdames et messieurs, se présente comme un lieu de savoir. Et dans les minutes qui précèdent, j'ai plutôt esquissé une déconstruction du savoir, ou du moins de ce que l'on croit spontanément savoir sur Auguste. Cette déconstruction des opinions communes, qui implique aussi de retracer la généalogie de ces opinions pour en identifier les origines, est une étape fondamentale dans le processus de construction d'un savoir historique. Et sans tomber dans un nihilisme épistémologique, j'espère vous avoir convaincu que de la personne d'Auguste, nous ne savons pratiquement rien. Ce que la plupart des documents nous donnent à voir, en réalité, en particulier les documents iconographiques, c'est non pas la personne au sens moderne du terme, c'est la persona, ce concept latin qui signifie le masque de l'acteur, et donc le rôle qu'il joue. Voilà ce que les documents nous donnent à voir à propos d'Auguste. Et cette interprétation est suggérée par la fameuse phrase qu'il aurait prononcée sur son lit de mort le jour de
le jour de son décès, il demandait à ses amis « Ai-je bien joué jusqu'au bout le mime, donc la comédie, de ma vie ?» À bien des égards, donc, parler d'Auguste revient davantage à décrire cette image publique qu'à analyser une biographie. On va s'y employer en plusieurs étapes, principalement à partir, vous le verrez, des monnaies. Pourquoi les monnaies, ces objets si petits, ces objets qui n'étaient pas, évidemment, un vecteur de communication extraordinaire dans l'Antiquité, dans le sens où vous pouvez difficilement, sur 2 cm de diamètre, sur une pastille de 2 cm de diamètre, exposer un discours idéologique très nuancé. Par contre, ces monnaies se sont fait l'écho, déjà avant Auguste, et encore par la suite, se sont fait l'écho d'un discours idéologique qui était transmis par quantité de documents, statuts, inscriptions, reliefs, cérémonies publiques, bien sûr, discours, écrits, quantité de documents que nous avons pour l'essentiel perdus, à la différence des monnaies, justement. Autre avantage des monnaies pour notre parcours, pour baliser notre parcours à travers la construction de l'image d'Auguste, c'est que ces monnaies sont relativement bien datables, à la différence, par exemple, des portraits. Les spécialistes des portraits d'Auguste discutent sur la typologie, discutent sur leur chronologie, et aucun consensus n'a encore émergé. Les monnaies nous permettront de donner des balises. Et c'est pour cela que nous les prendrons comme guide privilégié à travers ce parcours, qui va commencer par le commencement. Annos undewigin tinatus, à l'âge de 19 ans, c'est ainsi que commencent les Res Gestae Augusti, c'est-à-dire le testament politique d'Auguste, affiché sur son mausolée et dans d'autres endroits de l'Empire. À l'âge de 19 ans, j'ai levé une armée de mon propre chef et à mes propres frais pour libérer l'État de la tyrannie d'une faction qui l'oppressait. Commençons donc par ce jeune homme de 19 ans qui arrive sur la scène politique au lendemain de l'assassinat de César, au lendemain donc des Ides de mars 44. Ce jeune homme de 19 ans s'appelait Caius Octavius, Cai Filius, peut-être portait-il le surnom de Turinus, qui n'est attesté que par Suétone. Dès que le testament de César le désigne comme l'héritier du dictateur défunt par l'adoption, il a le droit de porter le nom de César, et il ne s'en privera évidemment pas. Ce nom, prestigieux auprès du peuple, auprès des soldats, deviendra le fondement, le socle de son autorité politique. Qui omnia nomini debes, toi qui dois tout à ton nom, lui reprochera Marc-Antoine en 44-43. Marc-Antoine, qui avait bien compris évidemment que face à celui qui portait le nom du dictateur défunt, il n'avait en réalité guère de chance. Appelons donc, si vous le permettez, ce futur Auguste, appelons-le le jeune César. Ne l'appelons plus Octave, ne l'appelons plus Octavien. Ce sont des noms... Octavien, en tout cas, c'est un nom qu'il n'a jamais porté. Nous avons 2 ou 3 passages dans la tradition latine antique qui désignent le futur Auguste comme Octavianus, sous la plume de Cicéron dans un contexte informel, des lettres. Jamais en contexte officiel, c'est toujours Caesar, ou bien nous le verrons, adolescens Caesar, le jeune César. Appelé, celui que nous désignons comme Octavien, l'appelé de ce nom, l'appelé Octavianus, aurait été pour lui insultant et l'aurait certainement mis de très fâcheuse humeur, et il ne fallait pas énerver ce jeune homme. Appelons-le donc Caesar, le jeune César. Nous verrons bientôt qu'on pourra l'appeler dès 42, Caesar divi filius, César, fils du divin, fils du divinisé, c'est-à-dire fils de Jules César, reconnu officiellement comme un dieu. Puis, à partir de l'année 38 avant Jésus-Christ, donc 5 ans après ses débuts sur la scène politique, il prendra, c'est-à-dire on lui offrira bien sûr, le nom, le prénom d'imperator, qui veut dire, c'est un titre à l'origine, un titre militaire, commandant. Plus précisément, à cette époque, commandant qui a remporté une victoire et que ses troupes ont salué de ce titre. Eh bien, ce prénom, imperator, va symboliser le don immanent pour la victoire qui est celui du futur Auguste. Imperator Caesar divi filius. Et enfin, vous le savez, à partir de janvier 27, Imperator Caesar divi filius Augustus. Nous reviendrons sur ce surnom honorifique.
Le jeune César, évidemment, doit payer des soldats, car aussitôt il rentre dans l'arène politique, qui à cette époque se confond avec les champs de bataille, et il frappe monnaie pour payer ses troupes, notamment des monnaies d'or, car les donatives, les dons que font les chefs d'armée à cette époque à leurs troupes sont inouïs et nécessitent la frappe non plus seulement de l'argent, mais aussi de l'or. Et nous le voyons apparaître, ce jeune César, Caius Caesar, vous voyez, je n'ai pas menti, ne cherchez pas Octavianus, il ne s'y trouve pas. Consul Pontifex Augur. Il est consul en 43, un jeune homme de 19 ans. L'honneur est immense. Il est pontifex, pontife, et augure également depuis 43. Au revers de cet aureus, un portrait qui était familier des utilisateurs de la monnaie à Rome depuis l'année 44, le portrait de Jules César, couronné de laurier, avec Caius Caesar, dictator perpetuo. Et évidemment, ce qui est essentiel dans le message de cette monnaie, c'est l'homonymie entre les deux personnages. Le rival, pas encore malheureux, mais ça viendra, le rival du jeune César, Antoine. Antoine qui porte le deuil, il porte la barbe du deuil, et il a relevé son manteau sur sa toge, sur sa tête. Il porte le deuil, évidemment, de Jules César, dont il était le lieutenant et le magister equitum, le maître de cavalerie durant la dictature. Ici, la représentation de jeu, très certainement livrée, exécutée en l'honneur de la mémoire du dictateur. Très vite, ce jeune homme, ce jeune ambitieux, va recevoir des honneurs sans précédent, ou plutôt des honneurs qui ont un précédent, mais pas pour un homme aussi jeune. Ainsi, une statue équestre qui sera posée sur les rostres, sur la tribune des orateurs, en plein forum, et vous la voyez représentée sur 3 émissions monétaires, datant de 43, 42 et 41, avec certaines variantes. Vous voyez ici, par exemple, que c'est le personnage assis sur le cheval tient un litus, le bâton de recourbé des augures qui servait à prendre les auspices. Alors, s'agit-il d'un rappel de l'augurat? C'est possible. C'est très vraisemblable. Il peut s'agir aussi, car les images ont rarement un sens et un seul à Rome, il s'agit peut-être aussi d'une allusion aux auspices, justement, favorables que détient tout chef d'armée qui est légitimé à mener ses troupes. Ici, la statue dans une attitude plus dynamique. Vous voyez ici, c'est SC, Senatus Consulto, en vertu d'un décret du Sénat. Vous voyez sur cette autre monnaie, Populi Iussu, ordonné sur ordre du peuple. Nous avons évidemment perdu la statue équestre du jeune César, mais nous avons retrouvé en 1979 dans la mer Égée, au large de l'Attique, nous avons retrouvé cette magnifique statue équestre qui doit dater de quelques années plus tard seulement, puisqu'on y voit un style de portrait qui se rapproche de l'Auguste de Prima Porta. Donc ça met les archéologues, les historiens de l'art, sur la piste d'une datation aux alentours, disons, de 29. Mais ce qui est important, c'est de voir, évidemment, de se faire une idée de à quoi pouvait ressembler la statue sur les rostres. On voit ici le jeune César en manteau militaire. Il porte, il faudra me croire sur parole, je ne suis pas parvenu à prendre une photo assez précise, il porte un anneau au doigt. L'anneau par lequel il signe, il scelle ses courriers, cet anneau est gravé d'un litus. Justement, ce n'est pas sans évoquer notre deuxième monnaie. Le jeune César n'est pas seul. Il est bien entouré, dans un premier temps, par Cicéron, un poids lourd, dirons-nous, de la politique romaine à cette époque. Cicéron, qui a reconnu dans ce jeune héritier de César un pion, sans doute, à manipuler pour contrer Marc-Antoine. Et que nous dit, dans un contexte officiel, des discours au Sénat, des discours au peuple, que nous dit Cicéron de ce jeune homme qui se cherche une légitimité politique? Eh bien, Caesar singulari pietate adolescens. Le jeune César, un jeune homme d'une rare piété, la piété filiale bien sûr, celle qui va l'amener à venger son père.
Et le jeune César, adolescens Caesar, s'est montré d'autant plus grand, d'autant plus prédestiné par la faveur des dieux immortels au bien de la République, lui qui, sans se laisser jamais détourner par aucun faux attrait du nom paternel ou par sa piété, a compris que la suprême piété consiste à assurer la conservation de la patrie. Il y a ici évidemment un jeu de mots pratiquement sur cette notion fondamentale de l'idéologie romaine qu'est la pietas erga parentem envers son parent, mais aussi la pietas erga patriam envers la terre des pères, justement, la patrie, que Cicéron, que vous savez, habile orateur, bien sûr, que Cicéron présente comme étant plus noble que la seule piété filiale qui l'amènerait à venger César. Comprenez, le jeune César ne va pas mettre l'État à feu et à sang pour venger son père. Nous verrons ce qu'il en est. Un homme de piété, donc. Un homme qui s'élève au-dessus du commun des mortels. Caius Caesar adolescens, paene potius puer, incredibili ac divina quadam mente atque virtute. César, un jeune homme, presque un enfant, lui qui par une inspiration et une vaillance incroyable, pour ainsi dire divine, alors divinus, cet adjectif n'est pas à prendre au pied de la lettre, il n'est pas divinisé bien sûr, et dans les discours de Cicéron c'est assez fréquent de voir cet adjectif utilisé à propos de personnalités éminentes, mais il faut se rappeler que dans l'Antiquité, la frontière ontologique entre homme et divin est moins étanche que chez nous. Et donc, on peut s'élever par paliers progressivement vers la divinité. Et d'ailleurs, dans un autre texte, tout aussi célèbre, davantage encore, que le texte de Cicéron qu'on vient de citer, mais que vous ne trouverez jamais dans les mêmes chapitres des histoires de la littérature latine, parce qu'il a été écrit par Auguste, qui, comme tout le monde le sait, est un auteur augustéen, alors que Cicéron est un auteur républicain. Eh bien, 2 ans à peine après ce texte de Cicéron, qui date de 43, vers 40, un jeune poète, Virgile, écrit dans sa première bucolique « O meliboie Deus nobis aicotia fecit, nam querit ille mi semper Deus. » Ah, Mélibée, un Dieu nous a prodigué ses loisirs, car il sera toujours un Dieu à mes yeux. Vous voyez, dans l'hexamètre dactylique du poète, finalement, un écho de la formule rhétorique de l'orateur. On voit donc émerger un contexte idéologique assez cohérent. Voici des portraits du jeune César à l'époque dans les premières années de sa carrière politique. Des portraits qui rappelleront aux historiens de l'art le pathos des portraits hellénistiques, la tête inclinée. Dans ce premier portrait, le portrait de Béziers en France, nous le devinons avec le regard, ce regard pratiquement divin tourné vers le ciel. Ici, une boucle de cheveux qui n'est pas sans rappeler l'anastolet, c'est les boucles d'Alexandre le Grand. Un portrait donc d'un jeune héros. Ici, même coiffure, mais des traits du visage plus durs. Les historiens de l'art aiment à y voir le triumvir. Nous allons venir dans un instant sur l'instauration du triumvirat. Aiment à y voir le triumvir avec des traits déterminés. Si l'on entre dans les analyses psychologiques, permettez-moi de voir dans ce portrait un soupçon de cruauté, justement. L'instauration du triumvirat. En novembre 1943, par la Lex Titia. Le triumvirat, Rei Publicae Constituendae, c'est une dictature, mais ce nom était honni depuis les Ides de Mars. C'est en réalité une dictature à 3 têtes. 3 magistrats dotés de super pouvoirs, si vous voulez, juridiquement parlant. 3 magistrats qui vont s'empresser d'établir une liste de proscriptions. Comme un bienfait ne reste jamais longtemps impuni, une des premières victimes de cette proscription sera, vous le savez, Cicéron, bien sûr, qui avait accompagné les premiers pas d'Octavien. Et voici les portraits des triumvirs. Marc-Antoine, notre jeune César, et Lépide que l'histoire a un peu oublié et qui effectivement sera assez vite mis de côté. Première mission des triumvirs, venger César,
c'est la bataille de Philippe en 42, en octobre 42, au cours de laquelle Brutus, le césaricide, trouvera la mort. Je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer cette monnaie, une des plus fameuses de l'Antiquité, qui est commentée et fait extrêmement rare par Dion Cassius, un historien du IIIe siècle après Jésus-Christ, et qui aura une belle postérité également à la Renaissance. Vous reconnaissez les poignards des Ides de Mars, érigés au statut de symbole politique. Dans un premier temps, les deux protagonistes, si vous voulez, de ce triumvirat font contre mauvaise fortune bon cœur, et l'on s'entend bien. Notez que sur cette monnaie de 41, bien que nous soyons après Philippe, les césaricides sont morts, le jeune César porte toujours la barbe du deuil. C'est que César, pour lui, n'est pas encore vengé. Car vous comprenez que s'il n'y a plus de vengeance, il y a beaucoup moins de légitimité politique pour ce jeune héritier. Il importe donc de continuer, que le devoir de vengeance ne s'éteigne pas. Et l'on trouvera, on y viendra dans quelques instants, on trouvera d'ailleurs une victime toute désignée sur laquelle ce devoir de vengeance contre laquelle ce devoir va s'appliquer. La concorde entre les triumvirs, ces monnaies ont sans doute été frappées peu après la fameuse paix de Brinde, car vous savez que Marc-Antoine et Octavien, lapsus, et le jeune César vont passer pratiquement les premières années de ce triumvirat à se faire la guerre et puis à se réconcilier. Et vous voyez ici sur cette émission commémorative de la paix de Brinde, frappée dans l'année qui a suivi, le caducée, symbole de la paix. Ici, le symbole de la fides, deux mains qui se tiennent, c'est la bonne foi entre les deux triumvirs. Les portraits sont évidemment alternés dans un rigoureux équilibre. On ne veut froisser personne. C'est sans doute dans le contexte de cette ère de paix retrouvée que Virgile rédige sa fameuse quatrième églogue qui a donné lieu à ce magnifique pavement de Sienne, avec cette prophétie. On en a beaucoup parlé au colloque la semaine passée, ce n'est malheureusement pas le temps de m'y attarder. On devine derrière le jeune César un bras droit, Agrippa, qui est d'une modestie étonnante, car pour construire l'image d'Auguste, bien souvent, il faut en effet ne pas regarder seulement l'image du prince, il faut regarder aussi les images ou les non-images de ses collaborateurs les plus directs. Et vous voyez qu'en 38, Agrippa se contente d'une mention de son nom avec sa magistrature. Il est consul désigné, ce qui permet de dater la monnaie à l'année près. Et en revanche, on trouve bien sûr le portrait de César. Notez une évolution qui se profile dans la titulature du jeune César. À la différence de ces émissions typiques de l'époque triumvirale qui arborent toute la titulature des triumvirs, qui occupent l'entièreté du champ, l'entièreté de la bordure de la monnaie, ce qui préfigure les monnaies impériales, eh bien, le jeune César va commencer à préférer des titulatures plus brèves qui passent sous silence ce titre sans doute embarrassant de triumvir. Embarrassant puisque les triumvirs sont ceux qui ont décidé de la proscription et de toutes les expropriations de terrain et qui donc, à certains égards, étaient bien impopulaires en Italie. On rappelle en revanche le souvenir de César, comme sur ces magnifiques monnaies de bronze, où le Divos Iulius accompagne le Caesar Divi Filius. Octavien n'a pas encore complètement abandonné la titulature triumvirale, mais on va y venir. César est à l'honneur, son temple est en cours de construction. Ces monnaies datent de 36, et on y voit le temple destiné Divo Iulio, au divin Jules, à César divinisé. Ça se trouve sur le Forum romain. Ici, c'est l'endroit où, pour ceux qui ont le bonheur d'aller de temps à autre à Rome, c'est l'endroit où vous pouvez encore aujourd'hui, assez régulièrement, découvrir ici quelques gerbes de fleurs à la mémoire du divin César. Et voici comment les archéologues le reconstituent, évidemment, sur la base de cette monnaie. Vous me permettrez une toute petite parenthèse méthodologique. Cette monnaie date de 36. Le temple ne sera inauguré qu'en 29. Tout au mieux, cette monnaie nous présente en réalité un projet de construction. Le
résultat final est-il identique? Ce n'est pas assuré. Ça n'a pas empêché les archéologues de profiter de cette seule illustration pour reconstituer la façade du temple du Divus Iulius. Nous sommes en 36. Le jeune César n'est plus désormais un débutant sur la scène politique. Le nom de César, vous le voyez qu'il vient de le rappeler encore dans les années qui ont tout juste précédé. Le nom de César lui est plus que jamais nécessaire pour asseoir son autorité politique, car il lui manque encore une grande chose, indispensable en fait à un Romain, les victoires militaires. Cette première victoire va arriver, il était temps, car il a subi plusieurs revers, va arriver. Ça va être la victoire sur le dernier héritier de la cause pompéienne, et donc à bien des égards républicaine, Sextus Pompée. Sextus Pompée, fils cadet de Pompée le Grand, qui avait, après la mort de son frère aîné, repris la lutte contre le jeune César et contre Marc-Antoine, mais c'est surtout avec le jeune César qu'il a eu affaire, puisque Marc-Antoine, à cette époque, est en Orient. En 37, il a épousé une certaine Cléopâtre. Ce Sextus Pompée, vous voyez qu'il se fait appeler Magnus, comme son père, Pius, le grand, le pieux. Vous l'admettrez, non seulement du point de vue militaire, stratégique, mais également du point de vue idéologique, un adversaire gênant. Pour le jeune César, adulescens singulari pietate. Un adversaire très gênant dont il importe de se débarrasser, ce sera l'œuvre d'Agrippa. Agrippa, que l'histoire a eu parfois tendance à oublier un peu, mais qui en réalité a accompli pour Auguste toutes les tâches que l'on attendait de la virtus romaine, à savoir remporter des victoires et faire des enfants. C'est Agrippa qui donnera au régime ses victoires fondatrices, c'est Agrippa qui donnera, ou qui avait donné, car ils vont mourir trop jeunes, qui avait donné aux princes les premiers héritiers. On y reviendra. C'est la bataille de Nolok, en septembre 36, avant notre ère. Et voici la première grande victoire dont avait tant besoin le jeune César. Désormais, il peut, à tous les points de vue, faire face à Marc-Antoine. Cette victoire va être célébrée dans les années qui suivent par des émissions monétaires d'un style tout à fait novateur. Examinez cette monnaie, vous n'y voyez plus de légende au droit. Vous n'y voyez plus le grenti, la bordure de perles, si vous voulez, habituelle des monnaies républicaines. Non, quelque chose de plus fin, de plus grec. Certains numismates l'ont pensé par le passé, de plus classique, un cercle. Et comme seule légende, désormais, comme seul titre, car il n'en veut plus d'autres, Caesar Divi Filius. Ces monnaies annoncent le retour de la paix et de la prospérité. Ici, le jeune César avec la Pax. Notez la structure intéressante en chiasme. Il y a un équilibre entre les représentations du jeune souverain, c'est peut-être encore tôt pour le dire, et des dieux. C'est une façon de l'introduire dans la sphère divine. Les honneurs rendus aux vainqueurs, bien sûr. Un arc de triomphe, Imperator Caesar. On pourrait même presque le mettre au datif, Imperatori Caesari, Imperator Caesar. Et les sources littéraires qui se font l'écho des honneurs démesurés, nous disent certains auteurs, qui ont été rendus à César après la victoire de Nolok, les sources littéraires, justement, évoquent un arc de triomphe, évoquent une colonne rostrale que nous retrouvons sur les monnaies. Et voici ces fameuses séries qu'on a appelées les séries de la victoire, Siegesprägungen dans la littérature allemande, parce qu'effectivement, elles sont dominées par ce message de la victoire. La victoire de Nolok, je le crois, dans un premier temps, puis bientôt, dès septembre 31, 5 ans donc tout pile après la victoire de Sicile, la victoire dans les eaux grecques, à Actium, contre Marc-Antoine et Cléopâtre. Et en réalité, la commémoration de ces deux victoires va se transformer en une commémoration de la victoire dans l'absolu. Imperator Caesar est celui qui a le don immanent de la victoire. On ne va plus rappeler de façon précise les circonstances de la guerre contre Sextus Pompée, ni celle contre Marc-Antoine.
c'est les images de la victoire éternelle qui défilent devant les yeux des utilisateurs de la monnaie, avec les dieux évidemment qui soutiennent le jeune vainqueur, Apollon, Diane, Mars, trophée naval, arc de triomphe, la curie qui sera en 29 inaugurée par le jeune César, la victoire qui se placera ici, vous voyez, au sommet de la curie, mais qui est sans doute la victoire de Tarente, qui devait être à l'intérieur de ce monument, la colonne rostrale. Aussi des figures plus énigmatiques sur lesquelles nous reviendrons, et les images du triomphe, car César triomphera en 29 avant Jésus-Christ. Pendant ce temps-là, Marc-Antoine, à la veille d'Axiome, continue à émettre des monnaies, tout ce qu'il y a de plus républicain dans l'apparence. C'est curieux, notez, puisque par contre, dans les faits, il vivait un train de vie qui était sans doute tout sauf républicain à la cour d'Alexandrie. Et voilà, le monnayage de la flotte d'Antoine, vous avouerez qu'on est dans un autre univers idéologique. Des bateaux, des enseignes, ça s'adresse aux soldats, pas de fioriture dans l'élaboration du message. On pourrait s'amuser, mais je crains que le temps ne nous manque, on pourrait s'amuser à rechercher les échos des images monétaires dans les textes contemporains d'Horace et de Virgile. Dans une ode qui ouvre son recueil des odes, Horace évoque, pour venger, notez bien, le scelus, le crime qui s'abat sur Rome comme et qui provoque une malédiction à Rome. Pour venger ce crime qui a rompu la Pax Deorum, la paix des dieux, Horace se demande si Jupiter enverra Apollon, l'Éricine, c'est-à-dire Vénus, l'Auctor, le fondateur, celui qui a privilégié le développement de la race romaine, à savoir Mars, ou bien le Filius Maiae, le fils de Maia, Mercure. Mercure à qui le jeune César s'est assimilé, comme sur cette gemme de l'ancienne collection Marlborough. En réalité, tout cela est plus délicat, plus nuancé, car on peut voir dans cette gemme soit Mercure avec le caducée, mais présentant les traits qui rappellent furieusement ceux du jeune César, ou bien on peut y voir un portrait du jeune César accompagné du caducée, emblème de Mercure. On peut s'empêcher d'évoquer une autre phrase célèbre des Res Gestae, cum pertotum imperium populi romani, terra marique esset parta victoriis pax, alors que la paix avait été engendrée par les victoires à travers tout l'empire du peuple romain, sur la terre et sur la mer, terra marique, cette formule idéologique qui est synonyme de victoire universelle. Nous la retrouvons sur cette monnaie où le jeune César étant héros naval, héros neptunien, posant le pied sur le globe, l'univers. Virgile évoque et encore cette figure, ces succès maritimes qui vaudront aux jeunes vainqueurs de monter au ciel un jour, ou plutôt de descendre sous la mer comme divinité marine. Une telle prééminence sur la scène politique de l'empire du monde rapproche évidemment le vainqueur du roi de l'empire céleste, Jupiter. Et vous voyez ici le foudre sur cette monnaie. On évoque Terminus, c'est la borne du dieu Terminus, le dieu des frontières, le dieu des bornes, justement, celui qui assigne les frontières aux peuples et aux cités, aux royaumes immenses. Le foudre, néanmoins, rappelle Jupiter. Eh bien, Virgile, dans un passage clé des Géorgiques, rédigé justement dans les années où ces monnaies sont émises, donc nous sommes un peu avant ou un peu après Axiome, dans un passage clé des Géorgiques, Caesar magnus ad altum fulminat Euphraten, tandis que le grand César fulminat, un verbe qui dans la littérature latine antérieure n'apparaît que pour Jupiter. Il déchaîne le foudre en direction de l'Euphrate. Nous voici donc arrivés à un tournant. Les guerres civiles sont finies. Il s'agit de remplir ses promesses, car dès 36 avant Jésus-Christ, dès la victoire sur Sextus Pompée, Octavien avait promis de rétablir la paix et de mettre fin aux guerres civiles. Il suffisait juste que Marc-Antoine règle les affaires d'Orient et revienne pour qu'on mette fin au triumvirat. Voilà la première attestation, à ma connaissance, du motif du retour de la paix dans la tradition relative à Auguste. Et cette première attestation, il est clair, révèle qu'il s'agit d'une stratégie, d'un coup lancé contre Marc-Antoine. Pour moi, on peut rétablir la paix. On attend juste Marc-Antoine. Difficile, après cela, en tout cas pour moi, de croire à la totale sincérité
de ce monument d'une culture de paix que serait Auguste. Néanmoins, les guerres civiles sont finies. Marc-Antoine est mort. Il s'agit de rétablir, restaurer l'État. Ce sera le cas en 28. Après le triple triomphe de l'année 29 avant Jésus-Christ, en une année où le souverain, car désormais on peut l'appeler ainsi dans les faits, le souverain s'installe à Rome. Son mausolée, son tombeau, qui sera destiné à l'accueillir un jour et qui accueillera avant lui plusieurs membres de sa famille, est érigé sur le champ de Mars. Dans le droit axe, cette zone est vide à l'époque, dans le droit axe du Panthéon d'Agrippa, qui sera achevé, qui sera construit en 27-25, entre 27 et 25, juste après le mausolée. Mausolée que vous connaissez évidemment bien, le tombeau, donc, en face d'un monument à tous les dieux de Rome, dans le porche duquel se trouve, notez bien, une statue du futur Auguste et une statue d'Agrippa. La construction idéologique est très cohérente et s'inscrit dans l'urbanisme de Rome. Passons au Palatin. Je vous l'ai dit, le souverain s'installe. Eh bien, sur le Palatin, il y a sa maison, qu'il a fait édifier dans les années qui ont précédé. Et en 28, c'est l'année de l'inauguration du grand temple, d'un nouveau temple d'Apollon. Apollon, Palatin, l'Apollon d'Axiome, celui qui est la première divinité parmi toutes les divinités tutélaires de la bataille d'Axiome remportée contre Marc-Antoine. Properce l'évoquera dans ses élégies. « Tu me demandes pourquoi j'arrive chez toi en retard ?» Aujourd'hui, le grand César a inauguré le portique en or de Phébus. Allez expliquer à votre galante que vous arrivez en retard parce que vous étiez à une inauguration chez le prince. Vous connaissez les démêlés de Properce avec sa Cynthie, j'imagine. L'année du tournant, 28. Aegypto capta. Les hauts faits militaires s'affichent sur les émissions monétaires. Asia recepta. L'Asie est rentrée dans l'Empire romain. Et l'on rétablit effectivement la paix. Voici une monnaie destinée à circuler en Asie, un cistophore, sur laquelle on lit la légende Caesar divi filius. Il n'est pas encore Auguste, tous notez bien, consul pour la 8e fois. Sixième fois, nous sommes en 28, libertatis populi romani vindex, c'est-à-dire le vengeur de la liberté du peuple romain. Et au revers, une divinité avec le caducée, tiens, on l'a déjà vu, identifiée pour éviter toute ambiguïté avec Pax, le retour de la liberté et avec elle de la paix. Sous-entendu, toutes les guerres civiles qui ont précédé étaient menées au nom de la liberté du peuple romain. Année 28, tournant à un autre égard encore, cette émission d'or tout à fait exceptionnelle, que l'on ne connaît que depuis 1992, ce qui, dans l'histoire des études augustéennes, est tout à fait récent, avec une légende absolument exceptionnelle par sa précision juridique. Leges et iura populi romani restituit. Il a restauré le droit, l'appareil juridique, si vous voulez. Leges et iura est une expression convenue. L'appareil juridique du peuple romain. Ou plutôt qu'appareil juridique, les études les plus récentes et les plus détaillées montrent qu'il s'agit en réalité du droit subjectif, des droits des personnes. On restaure donc le droit des personnes à Rome après les irrégularités de la période triumvirale. Et nous avons une notice de Dion Cassius et une autre allusion chez Tacite qui confirme effectivement qu'en 28, un édit de ce genre a été promulgué. La monnaie l'évoque directement. Regardez le chemin parcouru du point de vue idéologique depuis les émissions, depuis ce fameux monnayage de la victoire. Nous avons ici deux scènes tout à fait semblables. Le jeune César est assis sur la chaise courule, c'est un magistrat supérieur. Il tient dans la main un objet. Sur cette monnaie, émise dans le contexte de la victoire attendue ou en train d'être célébrée, c'est une victoriola, une petite victoire qu'il tient dans sa main, qui ressemble très fort à la victoire de Tarente de la Curie d'ailleurs. Quelques années plus tard à peine,
on est dans une autre idéologie, dans un autre discours, celui de la Restauration. On tend un volumen, le volume de l'édit d'abrogation des règles illégales du triumvirat. Évoquons les res gestae qui, en parallèle avec les monnaies, mettent l'accent sur cette année, en fait, 28 et 27, in consulatus sexto et septimo, postquam bella civilia instinxeram, per consensum universorum potens rerum omnium. Notez ce potens, vous voyez que c'est une restitution. On a longtemps hésité, depuis Théodore Mommsen au XIXe siècle, sur le mot à restituer ici. C'est, de nouveau, développement tout à fait récent des études augustéennes. C'est depuis quelques années qu'un nouveau fragment de Res Gestae a permis à son nouvel éditeur, John Scheid, de restituer potens, étant en possession du pouvoir absolu, potens rerum omnium. Je transférais la République, l'État, de mon pouvoir dans la libre disposition, l'arbitrium senatus populique romani. Le souverain rend les clés, si vous voulez, de l'État. Vous savez la suite, vous connaissez la suite. Le Sénat ne l'entendra pas de cette oreille. Et ce sont les fameux honneurs de 27 avant Jésus-Christ. Le 13 janvier, le prince remet l'ensemble de ses pouvoirs au Sénat. Mais le Sénat va l'honorer en retour par la corona civica, cette couronne de chêne, parce qu'il a sauvé l'ensemble des citoyens. En janvier toujours, on partage les provinces entre provinces de l'empereur et provinces du Sénat. Le 16 janvier, enfin, c'est l'octroi à Imperator Caesar de ce cognomen prestigieux qui le nimbe d'une aura tout à fait particulière, sacrée, si vous voulez, le cognomen Augustus, doté du plein de force sacrée, ainsi que l'avait traduit Dumézil. Dans Augustus, vous reconnaissez augere, augmenter. Pensez à ce Mars Auctor de tout à l'heure. Vous reconnaissez aussi, c'est lié aussi à augur, et avec tout le symbolisme auspicial qui est rattaché à ce mot. C'est donc, en définitive, un surnom bien plus, et idéologiquement bien plus intéressant et avec des résonances plus profondes que le surnom de Romulus que, nous disent les sources, César avait pensé prendre un instant. Il est de toute façon, en tant qu'Augustus, un nouveau Romulus, un refondateur de la cité, mais ce surnom Augustus va bien plus loin, en réalité, par les évocations sacrées qu'il implique. Ces honneurs de janvier 27 vont être commémorés, bien sûr, dans le monnayage. Vous voyez ici les deux lauriers qu'il a eu le droit de placer, les lauriers d'Apollon, qu'il a eu le droit de placer devant le porche de sa maison sur le Palatin, qui se trouve à côté du temple d'Apollon. Ob civis servatos, pour avoir préservé, sauvé les citoyens, avec la fameuse couronne de chêne, la couronne civique. Caesar, vous le voyez désormais, Augustus. Immédiatement, le nouveau cognomen s'affiche sur les monnaies. Ici, avec le clipeus virtutis, ce fameux bouclier des vertus qui fut également offert au prince en janvier 27 et que nous connaissons par une réplique, une copie d'Arles datant, elle, de 26. Et vous voyez, on honore les vertus cardinales, si vous me permettez l'expression, du nouveau régime, c'est-à-dire du souverain qu'il incarne, que sont la clémence, la justice, pardon, d'abord la vertu, bien sûr, la clémence, la justice et la pietas. La pietas, erga Deos, patriam, quoi, envers les dieux et la patrie. Il n'est plus question, rappelez-vous du texte de Cicéron de tout à l'heure, il n'est plus question ici de la pietas envers le seul Père. Tout cela évoquait trop, bien sûr, les guerres civiles. Voilà donc le Principat sur les rails. Ce Principat va connaître un grand moment, car les victoires dans les guerres civiles vont être assez vite passées sous un relatif silence. Il faudra de nouvelles victoires au régime. Et les poètes, très tôt, déjà Horace dans l'Ode qu'on a survolé tout à l'heure, c'est-à-dire au tout début des années 20 avant Jésus-Christ, déjà Horace tournait la direction du prince, le regard du prince vers l'Orient, vers les Mèdes, vers cet empire, ce royaume parthe que César avait rêvé de conquérir. Et donc, c'est un peu le fantasme militaire de l'époque augustéenne, c'est la future campagne contre les Parthes, et elle se concrétise.
car il va y avoir une victoire qui va être abondamment célébrée. Une victoire en réalité qui n'est rien d'autre qu'un succès diplomatique. Par d'habiles négociations, Auguste a récupéré les enseignes romaines qui avaient été perdues à Caraï, à la défaite de Crassus en 53 avant notre ère. C'était évidemment un outrage sans précédent pour Rome, enfin en réalité pas tout à fait sans précédent, et un affront pour Rome qu'Auguste a lavé. Pas de grande victoire militaire, mais ça n'empêche pas la propagande, car dans ce cas-ci c'est bien de cela qu'il s'agit. Cela n'empêche pas la propagande de présenter ce succès diplomatique comme la grande victoire du régime. Et que voit-on ici? Nous voyons un Parthe s'agenouillant et qui tend, on imagine à Auguste, et qui tend les enseignes. On voit, commémoration aussi dans le monnayage à Rome, car à cette époque-là, on frappe encore monnaie dans différents ateliers de l'Empire, à Rome, en Espagne, et nous le verrons en Asie. Continuons. Ici, que voyons-nous? Un char tiré par 2 éléphants. Auguste n'a jamais triomphé sur un char tiré par des éléphants, mais c'est évidemment le triomphe sur l'Asie, c'est le triomphe de Bacchus, le triomphe de Dionysos, celui qui a remporté la victoire sur le monde oriental. Et nous trouvons, il est rarement représenté dans le monnayage augustin, nous trouvons justement, nous sommes ici en 19-18 avant Jésus-Christ, nous trouvons justement la représentation du dieu Bacchus sur les monnaies. Et donc, Auguste comme héros vainqueur de l'Orient, comme avant lui, Bacchus. Même événement, la restitution des enseignes en 20 avant notre ère, même événement avec des échos un peu différents sur le monnayage d'Espagne. Signis receptis, à la suite de la restitution de l'accueil des enseignes qui sont revenues à Rome. Et on voit un temple rond, ce temple où il s'agissait de recevoir dignement les enseignes. Elles seront finalement placées dans le temple de Marsultor, mais qui à ce moment-là n'est pas encore construit. Elles sont dans un temple provisoire, peut-être sur le Capitole, si l'on en croit Dion Cassius, et si l'on en croit nos monnaies, un temple de forme circulaire. Ici, le dieu de la restitution des enseignes, Mars Ultor, Mars le Vengeur. Mars le Vengeur qui a une histoire intéressante dans l'idéologie augustéenne, puisque à l'origine, un temple lui avait été dédié à l'occasion de la bataille de Philippe, celle de 42 avant Jésus-Christ, contre Brutus, contre l'assassin de César. C'était le dieu de la vengeance de César. Désormais, c'est le dieu de la vengeance sur les Parthes. Les guerres civiles sont loin derrière. Ici, Armenia Capta, franchement, et un arc de triomphe, de nouveau, Signis Receptis, et cet arc de triomphe, illustré sur des monnaies d'Asie, et ici d'Espagne, nous le connaissons effectivement, sur le forum, on a retrouvé les fondements, et les archéologues ont pu le reconstituer grâce aux monnaies. La restitution des enseignes, ce grand triomphe augustéen, a été célébrée par l'image, par la statue qui, sans doute, est l'image la plus connue d'Auguste aujourd'hui, l'Auguste de Prima Porta, qu'il faut nous imaginer plutôt comme ça que comme ceci. Je suis désolé si je choque certaines sensibilités esthétiques. On peut discuter sur le choix des couleurs. La polychromie est incontestable. La cuirasse, vous connaissez ces motifs qui ont fait l'objet d'études très poussées et très nombreuses. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'en son centre, on voit la restitution des enseignes, qui est bel et bien la grande victoire du régime augustéen. Et dirigeons-nous, dans les quelques minutes qui nous restent, vers les dernières décennies du règne, où en réalité, au niveau idéologique, la période est très longue chronologiquement, mais au niveau idéologique, désormais le régime est sur les rails et il ne se passe plus grand-chose. La grande tendance, c'est le retrait du prince de la sphère militaire. Désormais, le prince n'apparaîtra pratiquement plus en statue cuirassée, pratiquement plus en héros vainqueur. Non, désormais, c'est un princeps togatus, si vous me permettez l'expression, un prince revêtu de la toge qui domine Rome, ou plutôt qui est le primus inter pares, si l'on veut en croire l'idéologie augustéenne, à Rome. On le voit sur un monument dédié en
9 avant Jésus-Christ, l'Arapakis, cet autel de la paix qui avait été décrété pour célébrer le retour d'Auguste des provinces gauloises et espagnoles. Cet Arapakis, il est bien connu, une fois de plus, il faudra prendre l'habitude de se l'imaginer bariolé, si vous voulez, ou en tout cas peint de couleurs très vives. Voilà comment nous le connaissons aujourd'hui. Cet Arapakis est un excellent exemple de la façon dont Auguste a voulu être perçu dans cette nouvelle Rome qu'il a refondée. Les couleurs de l'Arapakis. Et le voici, en toge, la tête ceinte de laurier, et le portrait est abîmé, mais très certainement capite velato, puisqu'il effectue une action religieuse. Et il mène la longue procession de la famille impériale et des prêtres de Rome. Et vous noterez que le seul, ici, vous voyez Agrippa, lui aussi en habit civil, le grand amiral du régime pourtant, et le seul qui, à ce moment-là, en 9 avant Jésus-Christ, est représenté dans un habit militaire, c'est Drusus, le fils de Livie, qui mourra l'année suivante. Lui est en habit militaire, vous voyez, il ne porte pas la toge, il est en paludamentum, le manteau des chefs d'armée. C'est le seul. Ce qui veut dire que désormais la fonction militaire au sein du nouveau régime, c'est-à-dire de la famille d'Auguste, est assumée non plus par le prince, il avait bien peu de tempérament pour la chose militaire en réalité, elle est assumée par ses fils adoptifs ou par les jeunes princes, si vous voulez, de la famille impériale. Drusus, il y aura bien sûr Tibère, et il y aura Caius et Lucius, les fils d'Agrippa et de Julie, les héritiers pressentis. Ils mourront malheureusement très jeunes, ils mourront respectivement en 2 et 4 de notre ère. Auguste devra alors revoir tout le plan de sa succession. On s'est amusé bien sûr à identifier autant que possible les personnages représentés sur la frise de l'Arapakis. Les héritiers pressentis mourront en 2 et 4 de notre ère, mais peu avant avait eu lieu le dernier moment clé de la construction de l'idéologie religieuse augustienne et donc de la figure du prince, la dédicace du temple de Mars Ultor et du forum d'Auguste, au centre duquel il se trouvait Mars le Vengeur, désormais le vengeur des enseignes contre les Parthes, dans un complexe idéologique qui véhiculait une idéologie très cohérente, le temple, où l'on trouvait, à l'intérieur duquel on trouvait dans la cella Vénus, la mère de la race julienne et donc de Rome, Mars bien sûr, le vengeur, et le Divus Iulius, le divin Jules, qui n'est pas oublié, aîné, ancêtre de la gens Iulia, Romulus, père fondateur de Rome. Voilà les reconstitutions les plus récentes qui vous donnent une idée de la magnificence de l'endroit. Et dans un local annexe au temple, une statue colossale dont on a retrouvé la base, très certainement une statue d'Auguste, Togatus, bien sûr, avec le Litus, si l'on en croit les archéologues. Voici Lucius et Caius, les héritiers, et Drusus, qu'on a vu sur l'Arapakis, Tibère, qui sera finalement, vous le savez, l'héritier d'Auguste, car après avoir mis à l'honneur comme principes juventutis, prince de la jeunesse, Caius et Lucius, ceux-ci mourront, et finalement, c'est Tibère qui succédera, Tibère qui, dans les dernières années, a combattu en Germanie, notamment en Illyrie. Il triomphera d'ailleurs de l'Illyrie en 12 de notre ère, donc 2 ans avant la mort d'Auguste. C'est lui qui incarne la fonction militaire, si vous me permettez ce langage du Mésilien, qui incarne la fonction militaire au sein du nouveau régime. L'empereur, le princeps, lui, désormais, est le prince de la toge, comme vous le voyez. Après sa mort, qui advient donc le 19 août 14, dans les semaines qui suivent, Auguste est divinisé. Voilà un exemple, parmi bien d'autres, d'une statue colossale du Divus Augustus, du divin Auguste. La vie posthume d'Auguste commence, et d'Auguste en définitive. Que nous sera-t-il resté? Énormément de documents, une image qui a impressionné les hommes politiques qui l'ont succédé dans tous les empires d'Europe et du monde occidental. De l'homme, je crains qu'il ne nous reste qu'une ombre évanescente. Je vous remercie.